Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Maxime Cousin, kayakiste, séiste, mais aussi et surtout ostéopathe en charge de nombreux athlètes de l'équipe de France et d'ailleurs. On revient sur son parcours en tant qu'athlète, mais surtout en tant qu'ostéopathe pour différentes nations, ayant vécu plusieurs Olympiades. Je vous préviens, l'épisode est semé d'anecdotes. J'espère donc que cela vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxime et ses secrets. Salut Maxime, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va pas mal. Il fait beau pour une fois en Île-de-France, il fait pas gris, il y a un ciel bleu, donc c'est pas assez courant. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai du mal à te croire. Moi, sur Annecy, ce matin, il neigeait à fond. C'était la galère. Donc, Ouais, mais d'habitude, ici, soit c'est gris clair, soit c'est gris foncé. Mais là, c'est vrai que c'est étonnant, il y a du bleu, quoi. Donc ça fait bizarre. Alors, Max, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement avant qu'on revienne sur ton parcours ? Eh bien, actuellement, je m'appelle Maxime Cousin, je suis ostéopathe en Île-de-France, juste à côté de Vers-sur-Marne du bassin olympique. Ça fait bientôt une quinzaine d'années que je bosse en tant qu'ostéo en cabinet libéral. Ça fait un peu plus que je bosse avec des kayakistes en ostéo. Et voilà, aussi bien en France, au pôle, j'ai bossé à l'époque dans un pôle espoir, après au pôle France et aussi avec des étrangers. Voilà, en gros, mon petit parcours. Et côté kayak, j'ai commencé le kayak sinon en 1991, donc ça fait une trentaine d'années. Voilà. Ok, mais t'avais quel âge quand t'as commencé le kayak alors ? Eh bien, j'avais 10 ans à l'époque. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à commencer le kayak alors ? Tu faisais d'autres activités avant ou pas du tout ? J'ai commencé par le judo comme pas mal de gens en France, comme pas mal de gamins. Et puis, en fait, le sport de combat, c'est pas du tout mon truc. Et puis après, je me suis tourné, comme d'autres gamins, vers le foot, ce qui est en fait pas du tout mon truc du tout non plus. Et, euh, et finalement, j'avais des copains qui sont allés faire du kayak. Et ils ont essayé un été. Moi, je les ai rejoints en septembre. Et puis, l'ambiance était bonne dans mon club. Et je suis resté, en fait. J'ai pris goût et j'aime le goût de l'effort et le côté nature. Donc, je suis resté dans le club et ça fait 30 ans que je suis dans le même club et j'ai pas de raison de bouger, quoi, du coup. Voilà. Comment s'appelle ton club ? Alors, c'est le Canoë Kayak Lani. C'est 30 km à l'est de Paris, à côté de Disney. Et voilà. Et donc, on fait principalement, on a activité plutôt compétition avec un petit groupe loisir en ce moment qui est plutôt sympa. Et du coup, accès slalom, descente à l'époque. On a mis des mecs en course en ligne qui ont été en équipe de France aussi. Donc, c'était multi-activité, on va dire. Voilà. Donc toi, t'as commencé par le slalom alors ? En fait, ouais, moi, j'ai commencé par le kayak à la base, parce que maintenant, je suis le canoë principalement. Donc, du kayak. Et à l'époque, en cadet, c'était la double discipline slalom et descente.
Donc, on faisait du slalom, de la descente et du coup, on faisait aussi de la course en ligne quand j'étais cadet aussi. Ok. Et ça, tu faisais tout au club de Lagny. Alors, Ouais, à Lagny, vous vous entraînez sur quel bassin? Il y a une rivière, un petit lac? Comment ça se passe? en fait, c'est la Marne, c'est du plat. C'est que du plat. Et il y a le barrage de Vers-sur-Marne un peu plus bas. Il y a le bassin de Chelles, de Gournay-Chelles, qui est aussi un peu plus bas. Mais sinon en gros, quand j'étais s'entraîner toute l'année sur du plat, un peu plus haut, juste en bas de chez moi, maintenant, on va dire à 100 mètres de chez moi, il y a un petit bassin qui, du coup, est à peu près, je pense, à 1 kilomètre au-dessus du club, un kilomètre au-dessus du club. Donc, on montait, on s'échauffait pendant 20 minutes. On faisait un petit slalom avec un petit peu de courant dans des îles. Et c'était principalement ça toute l'année, de la descente sur du plat. Et puis après, on faisait pas mal de. Je vais dire, on était tout le temps partis à gauche, à droite pour faire de l'eau vive, pour s'entraîner, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire comment t'as fait de la descente parce que là, t'as le petit bassin de slalom, t'as le bassin d'eau plate entre guillemets et où est l'eau vive pour la descente. On la cherche, on la cherche. Non, mais à l'époque, dans les années 90, t'as la Cure, en fait, la Cure, le Morin, la Cure, le Morvan, tout ce coin-là, le Cousin, justement, le Chalot. En fait, c'était les spots des Franciliens. Et du coup, les Franciliens allaient là-bas. Et du coup, pas mal de gens s'entraînaient dans le Morvan. Et puis après, en fait, les descendeurs, ils avaient l'habitude de faire des courses à gauche, à droite pour gagner des points, pour avoir le classement national et tout. Donc, sincèrement, la France, en plus en descente, la France, tu vas dans des coins perdus à gauche, à droite, de long en large. C'est côté nature, c'est la descente, hein, c'est clair et net. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu préférais quand tu étais jeune et pour faire le parallèle avec maintenant, est-ce que tu préférais le slalom, la descente, la course en ligne? Là, tu parles de canoë aussi, donc tu as commencé par le kayak, mais est-ce que tu as commencé aussi en faisant un peu de canoë ou que du kayak? Comment ça se Non, passe tout ça? en fait, quand j'ai commencé donc en 91, on n'avait pas de canoë au club à l'époque, on n'avait que des kayaks. Et en gros, en fait, on avait un vieux C1 qui était un US 89, donc un truc, tu montais dedans, c'était de la fibre de verre, ça grattait les jambes et tout. Donc forcément, ça ne donnait pas envie d'en faire. Il est toujours au club d'ailleurs. Et puis après, on a récupéré un athlète d'un autre club d'Île-de-France qui est venu chez nous. Donc ça, c'était le premier C1. Lui, il était en National 1. Il était en équipe junior, je pense. C'était Nicolas Leprêtre. Donc ça doit être 95, 96, on l'a récupéré. Et moi, 96, 97, j'étais cadet. Je fais mes 2 championnats de France cadet en kayak, en slalom descente. Et puis 97, je me rends compte, en fait, on était un groupe de 4 gamins du club. Et j'étais le 4e. Donc, pour dire, hein, je suis pas un cador, je suis pas un athlète de haut niveau, mais j'aime le sport et ça m'éclate bien. Donc, du coup, je suis passé au C1 à l'époque et j'ai découvert faire une autre activité, des visions différentes et ça me booste maintenant, quoi. Aujourd'hui, tu veux dire que tu fais surtout du canoë comme tu disais en introduction? Ouais, en gros, maintenant, alors, je fais encore des compétitions en canoë monoplace en slalom. Je suis en 2e division. Il y a 3 divisions en canoë. En descente, on n'en fait plus beaucoup parce que c'est le circuit qui est non olympique et du coup, il ne sait plus les priorités au niveau du club. Et après, je fais encore du kayak en slalom, mais sur la 3e division. L'hiver, je m'entraîne pas mal en kayak de course en ligne parce que pour la glisse et pour le plaisir de ramer, la course en ligne, c'est vraiment différent et il y a vraiment, du coup, tu connais ça maintenant, c'est un vrai travail d'appui, un vrai travail de glisse. C'est beaucoup, ça glisse plus qu'un slalom. Hein, donc, il y a un moment où faire des bornes l'hiver en slalom, c'est pas intéressant, et surtout sur du plat. Donc le kayak de course en ligne, j'en ai toujours fait depuis que je suis gamin, donc je continue encore. Et là, depuis cet été, j'ai commencé à tenter le canoë de course en ligne. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Quand je t'avais vu, tu devais t'y mettre. Alors, où est-ce que tu en es? Alors, je devais m'y mettre, ouais. Et puis, juillet a été chargé en pluie ici. Après, il y a eu les France, quand on s'est croisés, il y avait les France Masters à Bourg-Saint-Maurice, donc en slalom. Donc là, je commençais après en août. J'en ai fait en août. Et puis qu'est-ce qui s'est passé
et puis, il y a eu un petit souci au niveau du club, donc on a été obligé de changer un peu j'ai plus trop accès à mon bateau. Enfin, si j'ai accès à mon bateau, mais plus trop dans les mêmes conditions. Donc, et puis maintenant, il fait froid, quoi. Il fait froid et que quand tu commences une course en ligne, bah, même si tu es stable, il y a toujours un moment où tu tombes, je pense. Et bah, l'eau froide dans le vent et pas forcément avec un vestiaire pour se changer, c'est un peu pénible, quoi. Donc, du coup, il y a moins de 5 courses en ligne. Mais je m'y remettrai, c'est sûr. C'est sûr. Je voulais revenir un peu sur cette multidisciplinarité que tu as. À part le slalom de course en ligne auquel on va revenir un peu après, est-ce que pour toi le canoë de slalom c'est plus dur que le kayak de slalom ou c'est l'inverse? Comment tu vois les choses, toi? Alors, j'imagine que tu gères pas l'équilibre de la même façon. Ouais, moi qui n'ai jamais fait de canoë, je me dis c'est pas du tout pareil. Vu que tu es à genoux en canoë et de slalom, tu es beaucoup plus haut dans tes appuis, tu as une instabilité un peu plus grande. Par contre, tu as une meilleure visibilité. Et c'est ça aussi que j'aime bien maintenant en kayak de slalom. J'ai l'impression que quand tu te prends des vagues, tu te les prends mais en pleine tête, quoi. Et alors qu'en C1, tu es un peu toujours au-dessus du truc. Donc, tu as une allonge plus forte, tu as plus d'appui sur l'avant. Par contre, effectivement, tu as cette balance qui est un peu moins stable parce que tu n'as qu'une seule pagaie, une seule pale, je veux dire. Mais ouais, le kayak de slalom, sincèrement, c'est plus stable que le canoë, hein, forcément. Voilà. Et est-ce que tu fais les mêmes est-ce que tu es skimote en canoë aussi? De slalom? De course en ligne, toujours pas. Non, mais en slalom, est-ce que c'est un peu les mêmes fondamentaux? Ah oui, c'est la même base. C'est la même base. C'est la même base dans le coup de pagaie. Et puis de toute façon, en slalom, il n'y a pas de mystère, hein. Tant que le jour où tu es skimote, bah, c'est gagné parce que tu vas vraiment évoluer rapidement. Les gamins, c'est ça. Hein. Les gamins, c'est il y a vraiment cette notion. Tu vois, en course en ligne, tu as vraiment le plaisir de l'appui, du travail, de la glisse, cette notion de vouloir faire avancer le bateau, de le faire glisser, des choses comme ça. C'est pareil en slalom, sauf qu'en slalom, tu as quand même un peu plus de jeu avec les vagues et les rouleaux et tout ça, et les courants. Et du coup, j'ai oublié ta question, mais non, mais tu as répondu, c'était les mêmes bases. Tu m'as bien dit. Ouais, c'est ça. Et du coup, slalom kayak et C1, après, c'est pareil, quoi, pour moi. Enfin, pareil. Et quand toi, t'es passé en C1, parce que tu disais qu'en kayak de slalom, descente, t'étais moyen. Est-ce que là, tu t'es retrouvé meilleur comparativement aux autres ou pareil, c'était difficile? Non, c'était bonne question. Alors, à l'époque, donc c'est fin des années 90, il y avait peut-être moins de canoë, moins de concurrence, je pense. Par contre, la différence, c'est que dans mon club, en fait, les 3 mecs avec qui j'étais, c'était juste des balles, quoi. Ils allaient super vite. Et du coup, pour dire, quand j'étais KD1, les mecs, ils ont été champions de France cadet en slalom en patrouille, donc en équipe. Donc, ils étaient assez forts, même très forts, je pense. En descente, il y en a un qui était aux portes de l'équipe de France junior en descente, l'autre qui a été faire des coupes du monde et les championnats du monde de descente en junior. Le 3e larron, c'est Benjamin Boupetit. Il a été médaillé à Pékin en kayak pour le Togo, en slalom. Donc en fait, j'étais avec une génération où ils allaient super vite. C'est pas super simple quand tu es le plus mauvais. Alors c'est bien, hein, c'est une émulation, mais de changer, de passer au canoë, ça a un peu changé la donne et il n'y avait plus de confrontation directe et j'ai pu m'épanouir un peu plus, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi. Et est-ce que ça te démotivait alors de voir des gars justement si forts devant? Tu vois, il y a 2 côtés. C'est soit ça te motive, soit ça te démotive. J'ai l'impression que ça t'a un peu coupé l'herbe sur le pied. C'était des ados, donc c'est un peu c'est un peu des coqs dans la basse-cour, quoi. Donc il y a un moment où il y a une émulation, mais ça peut être compliqué. En descente, quand on faisait du plat, tu prends les vagues, donc ça va. Quand tu es sur du plat, ça va. Mais dès que tu arrives sur des courses, sur des rivières d'eau vive, le principe de la descente, c'est la reco. Et en fait, tu pars d'un point A à un point B et tu suis la trace, quoi. Tu vois, chacun fait le petit train en gros pour que tout le monde passe au même endroit. Ouais, et du coup, il n'y a pas de prise de vague. Sauf que quand tu as un écart où tu as des mecs qui sont en équipe junior
et que toi, tu es en fond de classement, je pense, au niveau cadet. Enfin, il y a une trop grosse marge et du coup, tu te prends des wagons et c'est dur, quoi. Il y avait ça aussi, hein, c'est de se dire que quand j'étais cadet, j'avais aussi dans le club des juniors. Alors, du coup, j'avais deux mecs qui sont passés en équipe un mec qui est passé en équipe de France junior, Yann Moret. Il y avait Florent Novakovski qui était, je crois, en équipe de France senior aussi. Il y avait Franck Fifis qui était en équipe de France senior. Il y avait le grand frère Bouc Petit qui a été après en équipe course en ligne, en course en ligne. En gros, on faisait des déplacements à 9 dans un camion, mais les mecs, ils revenaient tous avec une médaille, quoi. Donc, Sauf toi, quoi, en gros. ouais, sauf moi. Donc, je suis passé au C1, histoire de faire 2-3 petites médailles à gauche, à droite, quand je pouvais. Et voilà, mais c'était marrant. Sur les déplacements, t'imagines, on faisait des déplacements à un camion de 9. T'avais 2 seniors, t'avais 3 seniors. Et sur les courses régionales, ils gagnaient, ils faisaient 1, 2, 3 ou 1, 3, 4, c'est ça. Dans les juniors, il y en avait 2 qui faisaient des médailles. Dans les cadets, il y en avait un autre qui faisait une médaille. En gros, c'était une tuerie, quoi. C'était le club où il fallait être, alors. En fait, je crois que c'est 98 ou 99, on a été champion de France des clubs de descente. Il y avait la lutte contre Marseille à cette époque-là. Et donc, ouais, non, en descente, ça carburait sévère. Donc ouais, c'est de bons souvenirs. Et moi, du coup, à ce moment-là, je suis passé en C1. Et en C1, je ne vais pas dire que j'avais plus ma place, mais on avait besoin de C1 en plus. Donc, et comme j'étais motivé, tu retrouves un nouveau challenge aussi. Donc, il a fallu passer par là. Est-ce qu'à un moment, tu as choisi entre la descente et le slalom? Non, parce que ça s'est fait naturellement, parce que le club a changé aussi les objectifs. Parce que il y a eu l'intérêt je pense, des contrats d'objectifs qui rapportent de l'argent au club et qui, du coup, tu avais les sports olympiques, qui étaient le slalom et la course en ligne. Donc, il y avait un intérêt qu'on bascule plus sur la course en ligne pour les descendeurs et plus vers le slalom pour les autres, quoi. Et toi, tu as basculé sur quoi, alors? Sur le slalom, sur le C1 de slalom. Et ça a donné quoi en termes de résultats pour toi à ce moment-là? Parce que là, ça fait quand même un bon petit paquet d'années, tu vois, si je reprends l'historique que tu pratiques, ouais. Tu passes au C1, donc tu as un peu plus de résultats. Est-ce qu'à un moment, tu te vois progresser, te rapprocher des meilleurs en C1 de slalom? Alors, des meilleurs, jamais. Non, sincèrement, des meilleurs, jamais. En fait, je pars, pour dire, quand j'étais cadet, j'avais une petite surcharge pondérale. Donc du coup, tu es loin dans les classements. Après, je passe junior. Je rentre au lycée dans un petit sport-études et au pôle espoir à Vers-sur-Marne, toujours avec cette petite surcharge, mais à m'entraîner un peu plus sérieusement, on va dire. Mais je commençais le canoë, donc tu pars avec un retard, tu vois, par rapport à ceux qui font le canoë depuis 4-5 ans. Et puis après, non, mes meilleures années, c'est ma meilleure année, en gros, c'est je passe mon bac. Donc là, en termes de poids et d'activité, j'étais pas trop mal. J'ai une année off après le bac parce que je me suis un peu trompé dans les études et du coup je m'entraîne un peu plus. Donc on était sur une base de, je sais pas, sur les petites semaines on était à 7 entraînements et sur les grosses on devait être entre 15 à 17. Donc là il y avait beaucoup plus d'entraînement et du coup forcément les résultats, il y a un moment où il n'y a pas à chercher en fait. Si tu t'entraînes pas, tu t'améliores pas. Si tu t'entraînes, par contre, ça change tout. Et donc, du coup, je suis monté dans le haut de la N2 à cette époque-là qui était créée. Et sauf qu'après, les études m'ont rattrapé. Et il y a un moment où, quand tu commences les cours à 8h, que tu finis à 19h et qu'à côté de ça, tu as un petit boulot le soir de 19h30 à 23h, tu montes pas sur l'eau, en fait. Donc à ce moment-là, tu as arrêté de t'entraîner en canoë? Ouais, j'ai toujours continué le canoë parce que j'en fais encore, tu vois. Mais par contre, l'évolution qui s'est faite naturellement, l'amélioration, elle s'est faite, mais elle s'est arrêtée rapidement. Peut-être que si j'avais continué, je serais monté un jour en N1, mais j'aurais jamais perfé dans tous les cas. C'est les conditions, c'est pas possible. Et puis le talent, il n'est pas. Ouais. C'est ce que j'allais dire, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui te manquait pour perfer? Ouais, pour perfer, j'allais dire pour être à haut niveau, mais
Tu vois, parce que là, moi, je trouve, c'est pour ça aussi que je t'interviewe, c'est parce que je vois que, je sais plus quel âge t'as exactement, mais t'as une quarantaine d'années, en gros. J'ai 40 ans pile poil, vas-y, déconne. Voilà, donc toi, t'as une quarantaine d'années. Et, toi, t'as pas abandonné. Et souvent, ce que j'ai vu dans d'autres activités sportives, c'est que, et moi, je me souviens quand j'avais de l'athlétisme en étant gamin, l'entraîneur nous disait, il faut continuer. En général, beaucoup arrêtent à 14-15 ans et puis s'y remettent jamais, alors que c'est là qu'il faut continuer, tout ça. Ou pareil, il y en a qui font jusqu'à 18 ans et puis après ils font les études et puis ils arrêtent et puis ils s'y remettent jamais. Et toi, tu as cette continuité, en fait, cette longévité, tu vois, en même temps. Et donc, je me posais deux questions. Bah, c'est la première, c'est qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué? Et deux, est-ce que c'est justement parce que tu n'as jamais atteint ce haut niveau et peut-être, on va dire, eu un rythme d'entraînement à part quand tu étais 15 à 17 entraînements, mais quand tu as commencé à travailler, à faire tes études, on va dire extrêmes, qui fait que t'as pas perdu la notion de plaisir peut-être et qui t'a fait continuer et qui te fait toujours continuer aujourd'hui? Bah, dans la question, qu'est-ce qui m'a manqué? Je peux te dire que je partais avec un. Il y a cette surcharge pondérale, hein, c'est clair et net. Hein. De toute façon, j'ai un papa qui est cuistot, qui a été un bon chef quand j'étais gamin, donc il était cuisinier, donc je partais avec un régime à la française culturel cuisinier, donc la nutrition, c'était pas du tout ça. Donc, pour te dire, là, je fais le poids quand j'avais 15 ans, quoi. Alors que là, je suis à 70 kilos en ce moment. Je suis monté à 86 quand j'avais 18 ans. Donc, il y a 15 kilos d'écart. Donc, il y a un moment dans un bateau, 15 kilos, mis à part si c'est que du muscle, 15 kilos, ça avance plus, quoi. Donc, il y avait ça. Et puis après, pourquoi j'ai continué et pourquoi parce qu'en fait, forcément, j'ai un peu mis je me suis beaucoup moins entraîné, on va dire, entre 2001 et 2004, 2005. Parce que là, je le vois même d'ailleurs au club, il y a des générations que j'ai quasiment pas vues, que j'ai pas connues pendant ces 4 ans. Et après, j'ai continué parce que j'aime la glisse, en fait, comme tu dis, hein, laisser glisser, bah, c'est ça, en fait. J'aime le jeu et enfin, c'est surtout, j'aime la compétition, en fait. C'est juste ça. Si tu me mettre dans un état de compétiteur et de me dire, me démonter la tête sur une course, j'aime ça. Donc, sauf qu'à 40 ans, ça fait mal. En fait, s'entraîner, c'est tricher. Donc, maintenant, c'est quand je monte sur l'eau et que je prends une compétition, forcément, après, j'ai mal, quoi. Mais j'aime ça. L'année dernière, non, c'était juste avant le Covid, je crois, il y avait les championnats de région de fond en kayak. Bah, je l'ai fait, mais c'est pas du tout ma discipline. En course en ligne, tu vois. C'était un 5000. Donc, tu y vas pour donner des points au club, pour le truc, parce qu'il y a des organisateurs qui se cassent un peu la tête pour faire des trucs et ça fait du monde sur les courses. Tu le fais pour les gens, en fait. C'est ça. Donc, voilà pourquoi je continue, parce que j'aime ça et puis la transmission aux jeunes, quoi. Et tu rencontres beaucoup de personnes comme toi qui continuent comme ça tout ce temps? Aujourd'hui, tu t'entraînes combien de fois par semaine, par exemple? Avant qu'il y ait les problèmes de club, je te dirais une, deux. En gros, avant que ce soit le bazar au niveau de mon club, c'était 2 natations par semaine. Je me forçais à faire ça le midi sur ma pause du midi, 2 natations par semaine et 2 entraînements de bateau, on va dire, un le samedi et le dimanche avec les gamins ou sur une compète. Voilà, c'est pas plus. Et non, et le jeudi, c'est mon jour off. Du coup, il y a ça aussi. Okay. Donc, ouais. Mais maintenant, là, j'ai un gamin qui a 8 ans. Ça va être lui il vient d'avoir 8 ans, c'est lui qui va me pousser à aller sur l'eau. Donc, pourquoi la natation? Ah, pour le foncier. Ok, donc toi, tu préfères la natation que la course à pied ou que le vélo pour le foncier? En fait, ouais, parce qu'en fait, il y a un vrai travail respiratoire. Tu vois, sur les séries, en fait, et puis il y a un truc qui est dingue. Hein. J'ai découvert un sport aquatique où t'as pas froid. Parce que t'es en piscine, c'est ça? Ben oui, mais c'est un délire. C'est un délire. Tu te dis, finalement, je suis en maillot de bain et j'ai pas froid. Alors que d'habitude, tu mets des couches dans tous les sens, t'es mouillé et tu te cailles. Là, tu fais des bornes. Donc, je me suis inscrit dans un club et tout. Et tu fais des bornes et il fait chaud. Il pleut dehors, mais tu t'en fiches, quoi. Tu vas prendre une douche, il fait bon. Ça change tout, en fait. Et du coup, il y a un vrai travail respiratoire en natation, en bossant sur des rythmes et des choses comme ça, sur différentes séries.
Et c'est vachement intéressant, en fait. Tu as un travail de glisse, tu as le travail respiratoire. Et donc, j'ai récupéré ce foncier que j'avais un peu délaissé entre 2001 et 2005. Et je l'ai récupéré à ce moment-là. Et puis j'ai séché un petit peu avec ça. Et voilà. Et puis, ça permettait de te caler 2 séances l'hiver tranquille. Ok. Et est-ce qu'à côté, tu fais un peu de muscu? Pas du tout? Alors, pour tout te dire, j'ai un banc de muscu, j'ai un cabinet d'ostéo et au-dessus de mon cabinet, il y a un banc de muscu. Sincèrement, c'est prévu, mais pas pour cette année. Bon, c'est un objet de décoration, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il y a la barre, il y a tout, hein, il y a les poids, hein, mais ça fait un peu plus mal au crâne que la muscu. Ou alors il faut que j'amène de la musique, du son, histoire de me faire vraiment mal, quoi. Mais c'est pas. Non, c'est. Il y en a qui aiment vraiment ça. Bah, tu vois, je parle à un connaisseur, quoi. Mais je préfère maintenant privilégier le cardio parce que sur les manches de slalom, tu es entre 1 minute 30, 90 secondes à 120 secondes quand tu n'es pas fort. Ou quand tu as du canoë, ça va moins vite, donc tu es plus sur 100 secondes, tu vois. Et du coup, avoir la caisse, c'est vachement plus intéressant, quoi, pour moi. Vu mon faible niveau, par rapport aux jeunes dans ma division qui s'entraînent tous les jours sur de l'eau vive et qui se la collent 2 fois par jour, forcément, il y a un écart. Donc, il y a un moment où c'est plus plaisant quand tu arrives à la fin d'une course encore frais et avec quelques neurones qu'avec des gros bras et plus rien dans le sac. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai écouté un podcast juste avant qu'on discute justement d'un entraîneur de longue distance en course à pied, vélo, triathlon, et il parlait justement que mieux valait faire du foncier parce que tout le monde parle de faire de la muscu. Et il disait, si on fait de la muscu, c'est une séance de moins de foncier, et donc il disait que pour la plupart des gens, ça n'avait pas trop de sens. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis la course à pied, il y a un moment où les articulations, elles aiment moins bien. La natation, ça permet vraiment, tu es dans de la fluidité, tu es dans du mouvement, de la souplesse, c'est bien. Le souci du vélo, c'est que le vélo, quand tu pars pour 4 heures, quoi. Donc, il faut avoir du temps. Donc, il y a tous ces petits paramètres qu'il faut prendre en compte. Et du coup, moi, je les prends en compte à 35-40 ans. Mais je pense que si je les avais pris en compte un peu plus tôt, ça aurait changé la donne. Mais c'est pas grave. J'ai aucun regret sur la non-carrière que j'ai fait. Mais par contre, ce que j'apprends maintenant encore aujourd'hui, j'essaie de le transmettre par petites touches à ceux qui veulent bien l'entendre, quoi. Et justement, en parlant de carrière, qu'est-ce qui t'amène à faire des études d'ostéopathie? Quand j'étais, du coup, c'est à la base, j'étais parti pour faire kiné parce que quand j'étais gamin, le seul truc que je connaissais en gros, je voulais m'occuper des gens et je voulais bosser un peu dans le sport. Donc forcément, et tu te rends compte dans tous les mecs que tu as interviewés, les filles, tu as une quantité de kiné en ostéo, quoi. Là, c'est assez hallucinant. Et dans tous les sportifs, il y a une quantité de kiné. Donc, c'était kiné qui me parlait, ça c'est le plus évident. Et j'avais une tante qui était kiné. Et donc, je me dirigeais vers ça. Et puis, il y a eu un petit imbroglio. Donc, je devais partir après le bac, je devais partir en province faire des études de kiné dans une école. J'avais pris ma chambre au Crous et tout. Et en fait, à 1 mois de la rentrée scolaire, il y a l'école qui me contacte et qui me dit, en fait, finalement, on est trop cette année. On vous prend pas. Et du coup, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Et comme j'avais noté n'importe quoi en Ile-de-France, tu as un truc qui maintenant s'appelle Parcoursup pour que les jeunes ils choisissent leurs études. En fait, j'avais noté n'importe quoi et je me suis retrouvé en fac de médecine. Donc, un truc que je voulais pas faire et avec une ambiance vraiment délétère et vraiment assez spéciale en région parisienne, quoi. Et du coup, j'ai fait 3 mois. Et puis, le reste de l'année, je me suis entraîné. Et c'était vachement bien au niveau kayak. C'était ma meilleure saison. Forcément. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte un jour, parce que du coup, l'idée, c'était de rebondir. Je me suis rendu compte que la fac, c'était pas pour moi. Il me fallait une école. J'ai vu une petite annonce sur une école d'ostéo.
J'ai discuté avec ma tante, finalement, et en fait, j'ai appris que ce qu'elle faisait, c'était pas forcément de la kiné, mais c'était de l'ostéo. Donc, je m'étais trompé depuis le début. Et je suis allé voir une école d'ostéo. Le discours m'a plu. Et il y avait de la lumière, je suis rentré, je suis resté, et voilà. Et du coup, je m'éclate et je me rends compte avec le recul que sur un coup de bol, c'est la profession que je voulais faire depuis que j'étais jeune. Et je m'éclate tous les jours, quoi. C'est quoi la différence entre kiné et ostéo? Alors, la principale différence à la base, c'est que déjà, il y a le kiné dépend de la prescription médicale, il est remboursé par la Sécu. Donc déjà, pour le patient, ça fait une différence parce qu'il paye quasiment rien en kiné. Ça, c'est une grosse chose. Et après, en ostéo, on va, en fait, sinon, on va plus parler de rééducation, de réhabilitation, de choses comme ça. Donc, il y aura plein d'ustensiles avec les électrodes, avec plein de trucs comme ça. Et en ostéo, techniquement, à la base, c'est que le travail manuel. Donc, c'est un travail manuel sur la globalité du corps. C'est un peu, ça se rapproche vraiment. Tu as eu Bocara en interview, qui est chiro. Ouais, tout à fait. Et ben, on est sur la même veine. C'est étude de la globalité du corps et comment on peut travailler dessus et qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout ça. Voilà. Et donc, c'est pratique indépendante. Et quand j'ai commencé les études d'ostéo, ce n'était pas encore légalisé en France. Donc, on pouvait être attaqué pour pratique illégale de la médecine. Et je suis quand même allé dedans. Et depuis, c'est devenu réglementé et c'est un peu, il y a beaucoup d'ostéo maintenant. On était 5 dans ma ville en 2005, on doit être 20 et quelques maintenant. Donc, ça a vraiment explosé. Mais j'allais te dire, il y a plusieurs courants en ostéo de ce que j'entends. Tu as le courant, comme tu dis, manuel, mais tu as le courant un peu énergétique aussi. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que... Ouais, en fait, c'est comme pour tous les trucs. Tu as le type de pratique après. T'as qui va se diriger vers quoi? Vers quoi tu es le plus... qu'est-ce qui te correspond le plus, tu vois? Et en gros, à la base de l'ostéo, tu as un petit peu tout. Sauf qu'après, tu fais ta tambouille dans ton cabinet et tu as des formations qui partent vers différentes choses. Et après, tu vas vers la pratique que tu préfères, les affinités que tu as, et finalement, tu as les patients qui correspondent à ça. J'ai des patients, des fois, qui attendent différents types de pratiques, plus de crack, ou plus de techniques douces, ou plus d'énergétique, ou du psychosomatique. Et si ça correspond pas à l'ostéo, ils vont pas, même si le traitement il est nickel, ça pourra fonctionner, mais il manquera un truc. Et du coup, ils iront vers un praticien qui pratique plus comme ça. Voilà. Et toi, c'est quoi ta spécialité alors? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ma spécialité. Entre guillemets. Je fais un peu de crack, mais généralement, les techniques douces, je les préfère parce qu'elles tiennent un peu mieux dans le temps, je trouve, pour moi. Donc, elles tiennent un peu mieux dans le temps. Les techniques de crack, elles sont un chouille plus rapides dans le bénéfice. Donc, en fait, il faut jouer là-dessus. Moi, je joue un peu là-dessus. L'idée, c'est de faire une séance et c'est de s'adapter aux patients dans tous les cas. Et après, je commence par du soft, entre guillemets. Je finis ma séance. Généralement, il y a 2 minutes de crack pour déverrouiller et qu'il y ait un réel effet rapide pour que le patient, pour que tout se remette en route facilement et qu'il sente déjà l'évolution sur 48 heures et qu'après, sur le temps, ça tienne. Et après, s'il y a besoin de faire des techniques crâniennes, la technique crânienne, c'est un peu plus sur les fascias. Moi, je le considère comme ça. Et du coup, s'il faut faire ça aussi, il faut y aller, quoi. Il y a pas de... J'ai pas de spécialité. Est-ce que tu peux développer ces techniques crâniennes? Parce que ça me semble... je vois un peu, mais si tu sais m'éclairer un peu plus sur ce que c'est. Alors, dans la théorie ostéo, en fait, tu as peut-être aussi entendu parler de l'éthiopathie. Oui, tout à fait. Ouais, alors pour moi, dans ce que j'ai appris dans mes études d'ostéo en première année, à la base, il y avait les ostéos, d'accord? Et puis un jour, il y a un mec qui a dit, il y a des os dans le crâne et les os, ils bougent. Alors, tu as des mecs qui ont dit, ouais, c'est quoi ce délire? On va pas là-dedans. Donc, ça, c'est les éthios. Donc, ce qui paraît logique, parce que tu te dis, les os du crâne, ils bougent, il ne faut pas déconner. Donc, les éthios, ils sont restés pour moi dans ce côté-là où, en gros, il n'y a pas de technique axe crânio-sacré. Et les ostéos, ils sont partis là-dedans. Et en gros, pour les ostéos, il y a
mouvements respiratoires primaires crâniens. Donc ça, c'est les flux de liquide céphalo-rachidien qui circulent dans les méninges, qui circulent du coup dans le système nerveux et qui font que tout se diffuse dans le corps et travaille. Et en gros, tu as les mouvements des os du crâne qui fonctionnent comme ça. Moi, je le vois un peu différemment. Je pense qu'il y a des tissus dans le crâne, que les tissus ils bougent les uns par rapport aux autres, que tu as du liquide entre tout ça et qu'on travaille par rapport à ça. Voilà. Ok. C'est clair ou pas? Oui, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un peu mystique au début, quoi. Tu entends le truc quand tu es étudiant, tu fais où est-ce que je suis, quoi. Et après, tu dis bon, pourquoi pas, faut que j'apprenne ça, je l'apprends. Et après, tu en fais ce que tu veux. Mais tu travailles ou pas en technique crâne sacrum. Et après, tu l'adaptes à ton ressenti, en fait. Voilà. Au début, tu disais que tu voulais travailler dans le sport. Combien de temps t'as mis à travailler avec des sportifs? Très peu de temps, en fait. J'ai commencé les études d'ostéo. Attends, je passe mon bac en. J'ai commencé les études d'ostéo, je crois, en 2000. En 2000, je commence mes études d'ostéo. Et en 2002, j'avais un pote de club qui était en équipe nationale belge de slalom. Donc, j'avais 2 ans d'ostéo dans les pattes. Et donc, on commençait à cette époque-là, en début de 3e année, tu commences la clinique interne à l'école. Et du coup, ce pote, il me dit, je vais faire les championnats du monde de kayak à Bourg-Saint-Maurice en 2002. Est-ce que tu peux me suivre sur les championnats du monde? Donc, je lui dis, je connais pas grand-chose, mais ce que je connais, je peux le faire. Donc, on a bossé sur des techniques musculaires, sur des techniques articulaires. Et donc, la première accréditation pour des championnats du monde, c'était 2002 à Bourg-Saint-Maurice. Donc, j'avais 21 ans. Et donc là j'imagine, tu es Et super officiellement, je n'étais pas ostéopathe. Hein? Mais là, tu es super content parce que finalement, tu arrives rapidement à ton objectif, on va dire. Ça, c'est un délire. Ouais, mais faut pas s'arrêter là. La question, c'est ça. C'est l'objectif. Je pense que quand tu fais un sport olympique, l'objectif, c'est les Jeux. Voilà. Tu peux avoir un athlète qui a 3 titres mondiaux. S'il a un titre olympique, ça change tout, quoi. Voilà. Tu restes champion olympique, tu vois. Et du coup, oui, c'était une première étape, en fait. C'était de se dire, j'ai 21 ans, les championnats du monde de kayak, je fais ce que je sais faire. C'est pas grand-chose, hein, mais je fais de la récup, en fait. Tu fais de la récupération musculaire, articulaire, entre les manches, avant les manches, et tu commences comme ça. Et puis, l'idée, c'est d'être dans le système aussi, et de se faire, pas de se faire un nom, mais de se faire voir à gauche, à droite, et de bosser tranquillement. Donc, ça commence comme ça, mais c'est pas un accomplissement, parce qu'à cette époque-là, je suis déjà pas encore diplômé, donc déjà, tu sais pas si tu seras diplômé à la fin. Mais c'était une bonne première expérience. 2002, je m'en souviendrai toujours, quoi. Et par la suite, est-ce que tu rentres un peu plus dans le milieu du kayak en tant qu'ostéo? Et du coup, 2002, je fais les championnats du monde avec lui. Donc ça, c'était en France. 2003 aussi, c'était en Allemagne. 2004, il y a les sélections pour les Jeux, mais du coup, il y va pas. Du coup, il arrête. Donc 2004, 2005, 2006, je me mets à fond dans les études sans bosser dans le sport particulièrement, en tout cas au niveau international. 2006, je suis diplômé. Et après 2007, je reviens dans le circuit. Donc là, mais après c'est que par connaissance, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est 2007. Donc là, il y a Benjamin Boucletti qui était toujours dans mon club, qui est issu de mon club, qui du coup me propose que je le suive sur différentes courses au niveau français pour préparer les Jeux de Pékin. Donc du coup, je vais avec lui. Là, sur une course nationale 1, du coup, je rencontre le coach de Benoît Péchier, qui était médaille champion olympique en 2004. Il me propose du coup de suivre Benoît sur les piges slalom de 2008. Donc du coup, on fait on a bossé ensemble avant, je sais plus. Bien d'ailleurs, je sais même plus. En gros, il me dit
il y a Benoît qui a les sélections olympiques dans, je sais plus, c'était dans un mois. Est-ce que tu peux venir à Barcelone en gros, pour bosser avec nous, quoi? Bah, je dis, du coup, il me l'a fait remarquer une fois d'ailleurs. Il me dit, ouais, je lui dis, bah, je sais pas, faut que je regarde mon planning. Et J'allais dire, est-ce que tu as fait le difficile? bah, tu vois, j'ai fait le difficile, quoi. J'ai dit, attends, faut que je regarde mon planning. Alors que tout le monde aurait dit, bah oui, je bloque tout, c'est fini, on y va, quoi. Et moi, dans ma tête, stupide, je fais, attends 2 secondes, faut que je regarde. Et en fait, bah non, bah oui, forcément, j'allais venir. Donc, je fais les piges olympiques en 2008 avec Benoît, qui du coup va pas aux Jeux puisque c'est Fabien Lefebvre qui va. Et après, mais du coup, lui, il était entraîneur de Benoît Péchier. Et en fait, il y avait le Team Amadonza, qui était un regroupement d'athlètes étrangers. Du coup, avec des Sudaf, Togo, Français, Autrichiens. Et du coup, je pars pour bosser aux Jeux à Pékin avec eux. Et je me retrouve aux Jeux de Pékin et on bosse comme ça. Alors, est-ce que là, c'est une consécration pour toi d'être aux Jeux Olympiques? Là, ça commence à devenir sérieux, ouais. Comment ça se passe les Jeux Olympiques en tant qu'ostéo? Donc, quel est ton travail exactement et toi, comment tu ressens cette expérience? Eh ben, en fait, du coup, 2008, j'avais 27 ans, donc j'étais encore super jeune pour bosser aux Jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un rêve olympique pour les athlètes, pour les gamins, et même du coup pour tout le staff technique, je pense. Et du coup, tu as dû entendre parler de ça, c'est la course aux accréditations. Oui, j'en ai entendu vaguement parler. Voilà. Donc, en gros, il y a ceux qui sont accrédités, qui ont le Graal, qui ont le ticket d'or, quoi, et il y a ceux qui ne sont pas accrédités. Donc, qui bossent, mais qui bossent, je ne vais pas dire qu'ils bossent en loose day, mais qui bossent un peu à côté et qui n'ont pas le truc officiel, quoi. Et du coup, bah, j'avais pas la crédit pour les Jeux de Pékin, mais ça me dérangeait pas parce que de toute façon, tu arrives, on te demande de bosser au jeu, tu vas au jeu, quoi, tu vois, tu vas bosser à Pékin, vas-y, quoi. Et du coup, comme j'avais pas les accréditations officielles, je pouvais pas forcément que le bassin de slalom était à plus de 50 bornes du village olympique. En fait, j'étais logé dans un appart, dans une maison avec des Sudaf, et les athlètes faisaient le retour. On faisait la récup dans la maison. Et du coup, comme les conditions climatiques étaient un peu chaudes, enfin, tu vois, c'est Pékin au mois d'août, c'est au niveau taux d'hygrométrie et au niveau fatigue quand tu sors, c'est énorme. Donc, je suis resté, j'ai passé quasiment tous mes jeux dans la baraque, à pas bouger pour être au top physiquement pour les athlètes. Et donc, on a tout calé pour pouvoir faire la récupération quand il fallait et se dire, bah voilà, je pourrais pas être à tel endroit, tel lieu, à tel moment, mais c'est pas grave. On va faire la récup qu'il faut à tel moment et on va gérer comme ça. Voilà. Ok. Et alors, là, c'est la première expérience olympique. Comment ça se passe pour la suite? Parce que là, tu bosses beaucoup avec des étrangers. Est-ce qu'à un moment, tu finis par bosser avec des Français? Avec plus de Français, en tout cas? Ouais, alors ça, c'est 2008. 2008, tout en sachant qu'en 2007, je crois, 2007, ouais. 2007, j'ai commencé à bosser. Donc, du coup, je suis à côté de Vers-sur-Marne. Et 2007, je commençais à bosser avec le Pôle Espoir de Vers. Donc là, il y avait beaucoup de slalomeurs. Il n'y avait pas beaucoup de ligneux à cette époque-là. Donc, je bosse avec des gamins qui ont 16-18 ans à Vers-sur-Marne depuis 2007, ouais. Donc, 2007, 2008, 2009, je bosse avec le Pôle Espoir, peut-être jusqu'à 2010. Et après, à partir de 2000… donc, comme il y avait les gamins du Pôle Espoir, j'avais aussi quelques athlètes qui venaient, mais pas officiellement, qui venaient du Pôle France, les seniors, en course en ligne, là. Et après, en fait, en 2011, j'ai Christophe Fouffet, qui devait être DTN à l'époque, qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, on a un souci sur un stage, on était en novembre, je crois, novembre 2011. J'ai un souci, j'ai un kiné qui nous a planté parce que bah, comme c'est la course, comme je t'ai dit, aux accrédites, tu peux avoir des kinés qui se battent aussi pour les accréditations et qui, 6 mois avant les Jeux, bah, comme ils ne peuvent pas avoir l'accréditation sûre, bah, ils lâchent le truc, quoi. Et du coup, il me dit, bah voilà, j'ai un stage avec les
j'ai un stage à faire donc à Vers avec les différents mecs de l'équipe de France. Est-ce que tu peux venir? Je lui dis, moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je lui dis, 2012, là, j'allais bosser toujours, mais là, avec un athlète autrichien au jeu. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci. Moi, je viens. Et puis, de toute façon, je ne te prendrai pas la tête parce que je ne me battrai pas pour avoir l'accréditation française. Donc, moi, je suis clair là-dessus. Je suis clean. Je ne vais pas venir vous emmerder à faire la petite guéguerre et je bosserai avec vous, quoi. Donc, je commence à bosser avec les ligneux à cette époque-là. Donc, 2012, il y a les Jeux. J'ai dû faire les championnats d'Europe en 2013 avec eux au Portugal, avec l'équipe de France. Et par contre, à côté de ça, j'ai pas fait beaucoup de sorties équipe de France au niveau compétition. Mais par contre, je bossais donc de 2000, je vais dire 2011, 2019 en officiel au Pôle France, avec le Pôle France de Vers-sur-Marne en course en ligne. Et 2019 jusqu'à maintenant, non officiellement avec les athlètes du Pôle. Ça veut dire quoi, tu bosses avec les athlètes qu'il y a sur le Pôle France? C'est-à-dire que les athlètes peuvent venir te voir quand ils veulent? Ouais, c'est ça. En fait, tu ne travailles qu'avec les athlètes et tu n'as plus ton cabinet à côté? Ou tu as encore ton cabinet et tu mixes les deux? Si. En fait, j'ai toujours le cabinet et les athlètes viennent au cabinet. Et en fait, la question s'est posée, et c'est posé plusieurs fois. Ça s'est posé la question. Pascal Boucherie, quand il était responsable du Pôle France, m'a posé la question. Rémi Gaspard, quand il était responsable du Pôle, m'a aussi posé la question. Ils aimeraient bien avoir un mec permanent au Pôle France. Tu vois, un kiné ou un ostéo. Le seul souci, c'est les moyens qu'il faut mettre en place. Si tu prends un mec au quotidien, tu le payes. Sauf que ça a un coût énorme. Alors que là, ce que je disais, c'est là, l'avantage, c'est que le cabinet, il a un quart d'heure en voiture du Pôle France. Je gère mon planning comme je veux, c'est-à-dire que je peux être super réactif. Tu vois, si tu dis, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent pour le kiné ou l'ostéo, il y aura un ostéo tous les jeudis matins, tous les jeudis matins ou tous les jeudis de la journée au Pôle France. Ouais, mais l'athlète qui se blesse le vendredi, il fait quoi? Il va pas attendre une semaine. Alors que l'avantage des athlètes qui viennent au cabinet, ils se blessent le vendredi, ils me passent un coup de fil, soit j'arrive à le récupérer dans la journée, soit du vendredi, soit je le récupère, je fais un extra le samedi. Là, je vais te prendre un exemple tout bête. Il y a Vanina Paoletti qui s'est fait mal. Alors ça, c'est pas un secret médical non plus, qui s'est fait mal il y a pas longtemps. Dimanche soir, on a bossé ensemble à Vers-sur-Marne. Je suis passé au Pôle parce que je bossais dimanche, je bossais avec des slalomeurs autrichiens et je lui ai dit, tu passes, les mecs, ils vont manger de 19h à 20h. Tu passes au Pôle à 19h, on bosse ensemble et c'est parti. Donc, tu vois, c'est de la flexibilité, en fait. Il faut s'adapter au planning des athlètes et plus tu es dispo, plus ils sont en confiance et plus ça avance, quoi. Sauf si tu as un budget limité. Si là, la Fédé, où elle dit, voilà, on a 5 000 € pour un mec par mois, le mec, il va venir et je peux dire, il fait du 24-24, quoi. Là, il bosse même quand on n'a pas besoin. Ben oui. Là, il te prend tous les jours. Tous les jours, t'es neuf. Et à ce prix-là, je répare les bateaux, je te fais le ménage aussi, si le mec ne sont pas là. mais c'est clair, c'est juste une question de budget. Mais après, c'est une question de budget et de volonté, quoi. C'est l'avantage, c'est que les athlètes que je suis depuis, en gros, j'en ai une dizaine par an que je suis depuis 2011. Tu vois, je regardais ça avec Guillaume Burger, qui a été au jeu pour la première fois là cette année en 2020, donc 2021. Putain, ça fait 10 ans que je le suis. 10 ans que je suis dans les bons et les mauvais moments et voilà. Donc, faut être dispo pour des mecs comme ça, quoi. C'est des bons mecs en plus, en course en ligne. Putain. Et on a quand même des mecs, c'est des crèmes, quoi. Faut pas. J'ai connu des slalomeurs plus à l'heure, tu vois. Je reviens, je fais un petit flashback sur quand on vient te chercher là, et tu dis t'as pas besoin d'accréditation. Est-ce que tu fais les jeux avec d'autres athlètes étrangers? T'arrives à avoir une accréditation ce coup-ci? Alors, toujours le même truc. En fait, en 2012, donc je bosse pour un athlète autrichien, donc Helmut Oblinger. 2012.
Et en fait, il y avait un kiné officiel. Et donc, le kiné officiel, c'était son beau-frère, mais il voulait pas bosser avec lui, il voulait bosser avec moi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que sur la compétition des jeux, j'avais un accès journalier avant les compétitions. Donc, tous les jours avant la compète, je pouvais y accéder. J'avais l'accréditation journalière. Et après, pour les jeux, j'en avais pas. Et du coup, là, il faut que je raconte la petite histoire. Du coup, c'est le secret du kayak, donc on raconte des secrets. Exactement. Et du coup, là, pour les jeux, en fait, j'ai dit à Helmut, je dis bah écoute, de toute façon, t'inquiète pas, le jour des jeux, entre les deux manches, je serai là et on bossera. Et du coup, je me suis débrouillé en récupérant, tu sais, tu as l'accréditation avec la lanière autour du cou, quoi. Donc, je me suis débrouillé pour récupérer une lanière officielle. J'avais récupéré une accréditation qui ressemblait vachement à l'accréditation officielle aussi. Et du coup, j'ai passé les contrôles des mecs de la sécurité et tout. Le jour de la course, en fait, j'avais un ticket officiel pour rentrer en tant que spectateur. Et puis, j'y suis allé au bluff, quoi. J'y suis allé au bluff, j'avais ma tenue officielle. Le mec, il m'avait vu passer pendant une semaine avant tous les jours. Et puis, le jour J, on m'a rentré la table à l'intérieur du site et puis je suis passé à l'intérieur, quoi. Énorme. Tu vas peut-être aller en prison après ce podcast, hein, je tiens à te le dire. Hein. Mais c'est ce que du coup, je rebosse avec les Autrichiens et Helmut est coach officiel maintenant de l'équipe. Il me dit, mais jamais aux États-Unis, en Angleterre, faut faire ça, quoi. Sinon, tu vas en prison. Je fais oui, mais comme je dis aux autres athlètes, moi, ce que vous pouvez le savoir, hein, c'est que je me plierai en quatre pour vous. S'il faut faire une connerie, je la ferai, quoi. Donc après, c'est pas grave, hein, la prison, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. J'ai une question un peu personnelle. Est-ce que justement, c'est parce que tu n'as pas réussi, toi, en tant qu'athlète, que tu veux aider au maximum les autres à réussir? Non. Parce que tu vois, tu dis que tu te plierais en quatre pour eux. Non, c'est parce qu'en fait, je fais un métier qui aide les gens. Et donc, j'aime les gens. Et je vois au quotidien comment les athlètes de haut niveau, ils galèrent tu vois, là, on sort d'une Olympiade, tu vas avoir des sportifs de haut niveau qui ont fait les Jeux, qui vont perdre leur CIP, c'est-à-dire leurs aides financières au quotidien. Faut pas leur mettre des bâtons dans les roues en plus, quoi. Donc, c'est pour ça, je préfère, tu vois, sur tous les trucs pareil, sur les différentes compétitions, je préfère avoir moins de confort pour moi et plus de confort pour les athlètes. C'est-à-dire que s'il y a 50 balles à mettre en moins pour moi, sur n'importe quoi, hein, sur des conneries, bah, je préfère que les 50 €, ils aillent dans la bouffe des athlètes, entre guillemets, pour avoir une bonne nourriture, pour avoir des meilleurs trucs, parce que c'est à eux de performer. Tu vois, moi si je ressors de la compète complètement haché, c'est pas un souci. Eux, le lendemain, ils sont à l'entraînement, quoi. Et eux, et c'est super important pour eux, tu vois. C'est des mecs, c'est 10 ans de carrière, et à la fin de la carrière, il se passe quoi? Les athlètes en kayak qui vivent du kayak, les seuls qui vivent du kayak, c'est ceux qui bossent pour les fédérations. Hein. C'est pas les athlètes. Hein. Donc eux qui sacrifient, parce que c'est un sacrifice, c'est pas simple. Tu joues tout. Tu un 200 mètres. Tu te rends compte en combien de temps tu joues ta saison? Donc je me bats pour eux. Donc non, c'est pas parce que j'ai pas réussi un truc. Non, c'est juste que j'aime aider les gens et des mecs bien, tu les aides, quoi. C'est ça le truc. Est-ce qu'à un moment, je vois encore un flashback, est-ce que tu as eu une vraie accréditation? Ouais. Ah, t'en as eu une. Alors raconte. Attends, une vraie accréditation, mais du coup, il faut que je réfléchisse. Ouais. Non, si. 2013 avec la France au championnat d'Europe de course en ligne. Et après, j'ai eu des accréditations, mais sur des Coupes du Monde. Sur des Coupes du Monde, mais pas. La vraie accréditation, le Graal sur les Jeux, je ne l'ai encore jamais eu. Donc, 2024 n'est pas loin, mais on verra, quoi. Mais
Non, ouais. Mais par contre, il y a un truc qui était super important pour la suite. En fait, c'est en 2004, j'ai pas bossé au jeu, mais je suis allé au jeu. Et tu vois, le rêve olympique à Athènes, bah, je l'ai vécu en tant que spectateur et ça m'a mis une grosse claque. Parce que c'est Athènes, quoi. Tu vois, c'est pas quand tu vas faire une compétition à Athènes, enfin quand tu vois une compétition de sport aux Jeux Olympiques, au pays de l'Olympisme, bah là ça c'est top, quoi. Et du coup, cette expérience-là, elle m'a elle m'a forgé pour 2008 et 2012. C'est-à-dire que quand j'arrive en 2008 au jeu, eh ben j'ai plus ce rêve olympique en tête. Il y a la petite flamme, tu vois, mais il n'y a pas la grosse pression du truc olympique. Et du coup, ça m'a permis de démystifier un peu le truc et d'être focalisé sur l'objectif pour les athlètes et mon taf, tu vois, de pas me disperser en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu disais que de 2011 à 2019, tu étais au Pôle France et après que Ouais. tu n'y es plus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut en parler? On peut parler de tout. En gros, punaise, on sort les dossiers encore. En gros, donc 2019, donc les Jeux devaient avoir lieu en 2020 en théorie. Et généralement, je suivais les athlètes on va dire, j'avais un contrat non officiel avec la Fédé du 1er septembre au 31 août. Et en juillet 2019, je discute avec Rémi Gaspard qui gérait le pôle. Et, et il me dit, bah voilà, il y a des slalomeurs qui sont là, tu as bossé dans le slalom, on va sûrement bosser un peu plus avec toi, il y a des lignes en plus. Donc, on voit jusqu'à décembre comment on gère les athlètes et après, s'il faut augmenter ce qu'on te paye et tout ça, tu vois, on parle là-dessus. Et donc, ça, c'est le truc qui se fait début juillet. Et puis, 31 août, je reçois un coup de fil de Rémi qui me dit, bon, bah, il y a un souci, la Fédé veut plus bosser avec toi. Donc, du jour au lendemain, tu te dis, bah, on arrête. Et tout en sachant que, genre, 3 semaines après, tu avais Jérémy Candy et Quentin Urban qui allaient faire les championnats du monde de marathon. Tu te dis, bah non, on n'arrête pas maintenant, quoi. Et puis, on n'arrête pas à 6 mois des Jeux. Et en fait, donc, comme tu as pu comprendre dans le début du truc, il y a un petit conflit, il y a un petit souci avec mon club de kayak et du coup, il y a un conflit avec la Fédé qui met un peu le bazar là-dedans. Et comme le dirait un des élus de ma ville, faites attention à votre famille, vos enfants et à votre travail. Et ben en fait, effectivement, ils ont tapé dans mon travail. Et donc donc comme je dis à Rémi, tu leur dis de me couper la tête dans 1 an, mais pas à 6 mois des Jeux, quoi, en gros. Et donc 15 jours après, il m'appelle, il me fait, bah voilà, j'ai parlé avec les chefs, en gros, et bah non, c'est fini. Donc voilà. Donc les athlètes ont demandé qui avait décidé. Et officiellement, c'est une décision de la direction technique nationale. Donc tout en sachant que dans la direction technique nationale, il n'y a pas grand monde. Et donc voilà, ils ont décidé d'arrêter voilà, c'était donc en gros début septembre, c'est fini. Vous bossez plus avec Maxime Cousin et bah, vous vous démerdez pour avoir un autre ostéo, quoi, ou un autre kiné. De ce que je comprends, c'est que là, au lieu que ce soit la fédération qui paye les consultations, c'est aux athlètes de payer finalement maintenant. Bah maintenant, ouais. Mais en Ouais, fait, le délire, c'est un délire. Sincèrement, le truc, c'est de se dire, en gros, hein, je vais te dire le coût que ça leur coûtait. Hein. Ça coûtait à la Fédé 1 400 € l'année pour 10 athlètes. Ouais, Donc, c'est pas un coût faramineux, quoi. C'est rien du tout, ouais. Voilà. Et donc, du coup, moi, quand j'apprends ça, bah, je dis, j'appelle les coachs et les athlètes, je leur dis, bah voilà, bah, déjà, j'appelle les coachs, je fais, bah, il se passe ça. Je fais, bah, moi, de toute façon, en gros, comme je te dis, hein, je l'ai fait pour les athlètes, donc je fais de la gestion humaine. Et c'est que ça, en fait. Même l'ostéo, c'est de la gestion humaine de personnes avec des douleurs, quoi. Et je dis, bah, je le fais gratuit jusqu'au jeu. Jusqu'au jeu, les athlètes, ils viennent et ils ne payent pas. Alors, les coachs et les athlètes, ils disent, non, c'est pas possible. Je dis, OK, vous payez 1 € la consulte. Ils me disent, bah non, ne déconne pas. Et donc, ils ont divisé le 1400 en 10 et ils payent 140 € le suivi pour l'année. Donc, du coup, de septembre à février, on bosse. Et puis, février, mars, boum, Covid. Là, on ne bosse plus. Ils reviennent en juillet, août, quand tout se réouvre un petit peu. Et là, en septembre, quand ils veulent repayer, bah, je leur dis, bah, écoutez, on a prévu 140 € jusqu'au jeu. Les jeux, ils ne sont toujours pas passés. Donc, vous ne payez pas la seconde année. Donc, en gros, ils ont payé 140 balles pour de septembre
19 jusqu'au jeu 2021. C'est pas mal. Ok. Ouais, non, mais financièrement ça va, mais c'est vrai que c'est dur à comprendre le fait de se faire. Et donc c'est quoi cette histoire avec ton club alors? En gros, pour faire un gros résumé, il y a eu un conflit entre le président du club et un adhérent qui a voulu faire un petit putsch en interne qui n'a pas fonctionné. Et du coup, il s'est retourné vers la mairie pour torpiller le club. La mairie, forcément, elle a pas. C'est un truc interne dans une association, donc elle n'a pas touché à ça, elle n'a rien dit. Et puis après, donc il a changé de club parce que forcément, ça mettait le bazar. Donc, il y a un moment, quand tu mets le bazar dans un club, le renouvellement de licence, on hésite un peu quand même, tu vois. Donc, renouvellement de licence, c'est pas fait. Il a changé de club. Il est devenu vice-président de la région de la Île-de-France de canoë-kayak. Je vais me faire peut-être attaquer pour ça, tiens, d'ailleurs, pour diffamation. Ce serait bien, ça. Et, Vas-y, mollo quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est bon, tout est vrai de toute façon, donc il peut y aller. Hein. Et donc, il devient vice-président de la région de kayak. Et puis après, en octobre-novembre, il devient vice-président de la région et il recontacte direct la ville. Et là, la ville, elle suit le mec, quoi. Elle dit, en gros, on va leur demander des documents, on va les donner à la Ligue va les analyser. Et du coup, on se fait torpiller comme ça. Donc, on nous accuse. Le maire a dit qu'on était des tueurs d'enfants et des choses comme ça, quoi, dans un conseil municipal, donc c'est sympa. En gros, il nous accusait de ne pas avoir de diplôme pour encadrer, tout en sachant qu'en kayak, dans un club, tu n'as pas besoin de diplôme pour encadrer réellement. Il nous accusait de ne pas avoir les assurances des locaux alors qu'on était assuré. Pour désassurer un local, il faut vraiment le vouloir. Tu vois. Quand tu es assuré, avant de résilier une assurance, c'est dur. Quoi. Et donc, du coup, il nous torpille un peu. On laisse couler le truc parce qu'on ne se rend pas compte. On ne sait pas ce qui se passe réellement en coulisses. Quoi, tu vois. On ne sait pas que ça vient de l'extérieur. Et puis après, ils font une petite réunion. Et dans la réunion, en fait, ils prévoient de désaffilier le club. Donc, il y a les mecs de la région, Île-de-France. Donc, ils disent, voilà, ils n'ont pas payé telle facture de genre 200, 300 balles. On va les désaffilier de la Fédé. Et puis, on va créer un club. Donc, c'est écrit dans le résumé de la réunion. On va créer un club un temps masqué. Et ça va être dur de récupérer les adhérents. Mais en fait, ils voulaient faire un autre club et que les adhérents aillent dans l'autre club. Et donc un jour, la police municipale arrive avec les gens de la ville. Ils ouvrent le cadenas du club, ils ouvrent la grille et ils soudent tout. Et voilà. Et moi, j'arrive ce jour-là et je me retrouve face à la police, quoi. Un truc sympa. Mais toi, c'est quoi ton rôle dans le club? Je suis, comme j'ai dit, parce que du coup, je me suis retrouvé en mairie après pour dire qui j'étais, quoi. Qui êtes-vous? Je suis adhérent du club. Après, j'étais vice-président du club, mais on s'en fout de qui je suis dans le club. Comme je te dirais, je suis un gamin du club. Voilà, ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc, que je sois vice-président, président ou simple adhérent, quand tu te retrouves face à la police et qu'on te dit, écoutez, monsieur, il se passe des choses graves, on soude votre club, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Voilà. Et donc, ils ont fermé le local, ils l'ont soudé, ils ont accroché les remorques entre elles, ils ont soudé la grille par l'extérieur. En fait, ils ont fait une violation de propriété privée. Ça s'appelle comme ça en droit. Et en fait, le maire, il s'en sort tout seul parce que la justice a décidé que voilà. Et du coup, on a eu un procès, ça a duré 2 ans, on était fermé pendant 2 ans. Donc, il y a eu des petites menaces comme ça en plus, en bonus, comme je te disais tout à l'heure. Au bout de 2 ans, on gagne le procès. Du coup, ils réattaquent direct, sauf que le juge, il les envoie balader direct. Et puis après, ils refont le truc un peu plus dans la procédure. Et du coup, pour nous expulser, ils disent, voilà, on veut récupérer le terrain. Donc, ils envoient un recommandé avec avis d'expulsion à notre siège social qui est en mairie. Et du coup, ils gardent l'accusé de réception, ils gardent le recommandé. Du coup, on n'est pas au courant de l'accusé de réception, de l'avis d'expulsion. Ça part en justice. Et un jour, il y a le juge qui nous appelle, en gros, qui dit, voilà, il vous reste 3 semaines pour rendre vos conclusions. Et donc, par rapport à quoi? Par rapport à l'avis d'expulsion. On n'est pas au courant. Voilà. Et donc, tu arrives devant la justice sans avocat et sans avoir le temps de faire quoi que ce soit. Et tu perds. Et puis, on te dit, voilà, vous avez perdu. Vous devez dégager, en 15 jours, vous devez dégager 230 bateaux, en gros. Et si vous restez au bout de 15 jours, vous payez 50 € par jour de présence.
Mais qui Voilà. paye, Ouais. qui paye? Et ben, qui paye? Je sais pas, le président du club, je pense. Les adhérents, je sais pas, qui paye? Oui, parce que là, ce que tu me racontes, je me dis qui paye? Parce que finalement, c'est une association, donc si l'association, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'adhérents, il y a zéro. Je sais pas. Bah, ça, c'est la justice. Mais tu sais, la ville avait demandé 100 € par jour, plus 300 € par mois d'occupation depuis 2017. Enfin, ouais, 2017. Donc, on aurait dû payer 20 000 €, un truc comme ça. Mais tu dis, mais la question que tu te poses, mais pourquoi vous voulez nous dégager à la base? Parce qu'on n'a pas de documents et parce que vous racontez des conneries? Ouais, mais non, mais finalement, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais c'est quoi dans le fond? Bah, dans le fond, ils ont créé une autre assoce, ils veulent faire du business sur le secteur et voilà. Oui, Et j'ai après, du mal à comprendre, surtout que le kayak, comme tout le monde le sait, tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est amateur, c'est le plaisir. ouais, Y a rien à gagner, quoi. Hein. À moins d'être champion des champions, voilà, vraiment d'être de haut niveau, il y a rien à gagner, c'est vraiment le plaisir. Donc, tu veux être président de club ou pas, ça change rien, quoi. Hein. Ça... non, mais il y a rien à gagner pour les gamins qui naviguent. Par contre, là, on est juste à 10 km de Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne, c'est un énorme business local. Hein. C'est pas. C'est là, sincèrement, je pense qu'il n'y aurait pas eu les Jeux à Vers. Je pense que je les ai jamais torpillés. Hein, je veux dire. Hein. Là, on a eu le bonheur d'avoir une course qui est partie de Lagny-sur-Marne jusqu'à Vers-sur-Marne, organisée par la Fédé de kayak, la mairie de Lagny, le club qu'ils ont, il me semble qu'il y avait le club aussi qu'ils ont créé, plus le département qui est géré, le sport au département, c'est géré par la numéro 1 du maire de Lagny. Donc, tu vois, tu as de l'argent qui circule, mais un truc de ouf. Et le maire de Lagny-sur-Marne, c'est aussi le président de la communauté d'agglo. Donc, autant te dire que les portes des villes aux alentours sont un peu fermées. Donc, voilà. Donc, voilà mon petit message personnel. Et donc, heureusement que... Et donc, là, si j'ai bien compris, toi, tu es en maison, tu as un grand jardin, et donc tu as récupéré tous les bateaux. Alors, j'ai pas un grand jardin. mais ouais, maintenant, là, j'ai 224 kayaks dans mon jardin. Donc, si tu veux faire de la descente, si tu veux faire de la course en ligne, si tu veux faire du slalom, si tu veux faire… qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dois avoir… je crois que j'ai 5 K2. J'ai des kayaks de course en ligne, des bateaux de course en ligne, je dois en avoir une quinzaine. Mais là, qui s'en sert des bateaux, finalement? Eh bien, en fait, la sauce, elle existe encore. Ah ben voilà, donc là, tu as encore des adhérents, alors. Ah ben oui. Mais parce qu'en fait, quand tu grattes un petit peu et que tu connais l'histoire, ben en fait, les gens, ils suivent. Et c'est un truc de fou parce qu'ils nous ferment en 2017. Donc forcément, tu n'as plus de matos, tu n'as plus rien, tu perds des adhérents, tu vois. Et du coup, on repart 2019, quand on réouvre, on repart à peu près avec, on va dire, avec 25-30 adhérents. Et là, on doit être à 80. Donc, en fait, je peux dire qu'on a triplé. Cet été, on a fait à peu près 400 locs sur les bords de Marne et des locations en kayak. Je peux dire que cet été, quand je venais faire des locs, c'est-à-dire que le samedi, j'étais là de 10h à 18h et le dimanche aussi, tu vois. C'est de l'investissement. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu rapportes de l'argent pour le club, pour les gamins, pour qu'ils puissent avoir accès au kayak. Mon but, en gros, dis-toi que les 224 kayaks, c'est la propriété du club. Donc, l'idée, c'est qu'un gamin qui arrive et qui n'a pas d'argent, le kayak, ça coûte super cher. Tu vois, le moins de bateaux, même d'occasion, un bateau d'occasion, tu en as pour 800 balles, 1000 balles. Un bateau neuf, tu en as pour 2000 balles. C'est-à-dire que le gamin qui progresse, comment il va faire? Il va changer de bateau combien de fois dans l'année? Les parents, ils ne peuvent pas suivre. L'avantage dans mon club, en gros, c'est que le gamin, il commence avec un bateau plastique. 6 mois après, il change de bateau, il évolue. Et voilà, et il arrive au bout d'1 an et demi, 2 ans, tu as des gamins qui se retrouvent avec des bateaux de compétition et qui font des compètes. Là, on a fait une compète en septembre. On avait 5 gamins qu'on avait formés depuis 2 ans qui sont venus s'entraîner régulièrement et pour qui on va se battre, tu vois. C'est pour eux qu'on fait ça. C'est pour… Si j'ai 224 bateaux dans mon jardin, c'est pas pour moi, c'est pas pour le plaisir. Hein. Ouais, j'allais te dire, sinon, si t'as un cadeau à ma taille, je te le prends. Oui, mais je te l'ai déjà dit, c'est des perles rares. Je t'ai dit, du coup, j'ai vérifié, j'ai un K2 qui a fait les Jeux de Montréal. Donc, de Montréal, 76, alors, plus vieux que ce que tu m'avais dit, alors. Ouais, je croyais que c'était Séoul, mais en fait, c'est Montréal.
Et alors, je rentre dedans, il est stable, il est comment ce bateau? Il est fait pour Et moi? il est vieux maintenant. De souvenir, je suis monté dedans quand j'étais minime cadet. Donc, il était stable. Ouais, il était stable. Après, je ne m'amuserais pas à le faire. Là, sincèrement, je m'amuserais. Il faudrait le peaufiner un petit peu pour remonter dedans, quoi, parce que j'imagine le truc, il a 50 ans bientôt. Donc, Oui, c'est vrai, ça passe vite. Hein. donc ouais, non, mais on a celui-là. On a le bateau de Benjamin Petit des Jeux de 2004. Il y a les bateaux qu'on fait les jeux, tu vois. Mais par contre, je discutais avec une maman du club l'autre jour. Elle me dit depuis que le gamin il s'entraîne au club, il est plus sérieux à l'école, il fait moins de bêtises. Je dis, oui, mais c'est pour ça en fait. C'est pour des gamins comme ça qu'on fait le truc. Moi, sincèrement, faire du kayak, ça fait 30 ans que j'en fais. Je peux en faire tout seul dans mon coin, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est l'apprentissage aux gamins, l'éducation au niveau nature, au niveau sport, au niveau investissement, au niveau, tu vois, au niveau associatif, quoi. Et encore plus après les années de Covid. Les années de Covid, tu vois que le monde associatif, il tombe en lambeaux parce que les subventions, elles partent, parce que les gens, ils sont plus motivés et tout. Et là, le dimanche matin, je prépare la remorque pour les adultes. Je la descends. J'allais te dire, les gens viennent dans ton jardin prendre les bateaux pour aller s'entraîner? Non, parce qu'on s'est dit qu'on allait quand même garder un peu de structure. C'est ça, ouais. En fait, l'idée, c'est on fonctionne avec des remorques et on prépare les remorques pour les gamins. Donc, il y a des gens qui ont accès à mon jardin qui peuvent donc du coup et aussi à ma voiture. Voilà. Ma voiture est devenue une voiture club. Mon jardin est devenu le local du club. Et pour dire, on fait tellement d'investissements depuis 30 ans, c'est que là, on n'a pas touché à la structure interne du club et on a pu stocker, on a des racks à bateaux pour plus de 200 bateaux. On aurait pu avoir 2 structures de club. On aurait pu avoir un truc monstrueux, sauf qu'il y a des personnes qui en ont décidé autrement. Voilà. Je reviens sur le sujet de l'ostéo. Ouais, oui, c'est ça à la base. Voilà. Est-ce qu'on va voir un ostéopathe seulement si on s'est bloqué entre guillemets quelque chose, qu'on a une contracture, ou est-ce qu'on y va aussi en prévention? Comment ça marche? Quelle est ta vision sur le sujet? Ouais, en tant que sportif. En tant que sportif. Alors, l'ostéo à la base, c'est du préventif. C'est du préventif pur. Pour les sportifs et pas pour les sportifs. C'est-à-dire que quelqu'un de non sportif, je le vois. En gros, je suis content quand je le vois une fois par an, quoi. Quelqu'un de sportif, après, si on veut faire du préventif, on va se caler par rapport à sa saison. Tu vois? On va se caler par rapport à sa saison. Et après, on s'adaptera suivant les événements. En gros, si je te prends le cas des ligneux, il y a un truc qui est simple, c'est que l'année pré-olympique, je les vois énormément dans l'année. Énormément, qu'est-ce que ça veut dire énormément? Énormément, en gros, c'est-à-dire que alors énormément, non, c'est pas énormément, parce que je vais te dire que je les vois, on fait un contrôle une fois par mois, quoi. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Et c'était une fois par mois de septembre jusqu'à ce qu'ils aient leurs échéances. En gros, les mecs, je les voyais entre 6 à 10 fois de septembre à mars-avril, parce qu'après, ils avaient les piges. Et une fois qu'ils ont les piges, ils rentrent dans le circuit international. Et donc là, ils sont suivis avec les kinés et les ostéos de l'équipe de France sur les compétitions. Tu vois? Donc, en gros, le principal de mon activité avec eux, c'était principalement sur la période septembre-avril, concentré vraiment sur 6 mois, tu vois. Et puis après, à côté de ça, je les revoyais quand ils revenaient des courses. Et du coup, c'était vraiment plus espacé, quoi. Est-ce que… Mais du coup, je te disais, ouais, l'année post-olympique, ils viennent moins. Hein. Ils se relâchent un peu, ils se détendent, ils sont moins sérieux, entre guillemets. Ils sont toujours pros, mais ils sont moins sérieux en suivi, entre guillemets, thérapeutique. Parce que faut qu'ils lâchent la bride aussi, tu vois. J'allais dire, est-ce que ça existe, ostéopathe du sport, ou pas du tout? Alors, tu as des formations qui te vendent ça. Après, c'est comme pour tout. Tu peux bien bosser dans le sport sans être ostéopathe du sport. Le peu de formation, les formations que je fais à chaque fois, je suis content quand à la fin de la formation, j'ai appris 1 ou 2 trucs, quoi. Que tu te dis, putain, je vais vraiment m'en servir, tu vois.
ostéopathe du sport, tu as des ostéos qui font des formations et qui font du business avec ça. Est-ce que j'ai jamais eu un confrère qui m'a dit cette formation d'ostéo du sport, là, elle déchire. Jamais. Tu as des trucs intéressants. Hein. Et d'ailleurs, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus avec les kayakistes? Ça va dépendre des slalomeurs et des ligneux déjà. Bah alors, faisons les deux. Dis-moi les slalomeurs et dis-moi. En gros, tu auras les pathologies au niveau du dos, au niveau lombaire, tu vois. Alors, là, en termes de pathologie pure, hein, tu vas en avoir. Vu la musculature, sincèrement, des ligneux, dans nos ligneux, on a quand même pas mal de mecs qui sont tombés sur des hernies, quoi. Ça, tu as dû en discuter avec eux. Des mecs qui ont eu des hernies discales, il y en a eu quelques-uns. Des tensions musculaires parce que en muscu, c'est pas des petits joueurs, quoi. Donc du coup, physiquement, au niveau tension musculaire, ça reste assez énorme. Après, il y aura un vrai gros travail dans tous les cas au niveau psoas. Et je pense qu'il y a un muscle qui est un peu négligé. Je pense que c'est au niveau des adducteurs aussi. Alors plus en slalom qu'en course en ligne. Donc au niveau du bassin, psoas, adducteur. Et après, tu vas retomber sur des pathologies d'épaule, mais alors plus en trauma réellement pur chez les slalomeurs, avec des luxations, des subluxations d'épaule. Du coup, après, tout ce qui va entraîner des tensions au niveau de la nuque, des cervicales et des bandes supérieures. Et après, il y a aussi des choses qui peuvent arriver aussi, mais ça change un peu avec les changes de manche et des choses comme ça par rapport aux épicondylites. Et du coup, épicondylites externes ou internes, suivant le type d'embarcation, et voilà. Ok, bon, on retrouve ce que j'avais vu dans les podcasts jusqu'à présent, à savoir épaule, dos. Ouais. En gros, c'est là que Mais j'ai l'impression quand je t'écoute que ton travail ressemble beaucoup, pour moi, à celui d'un kiné qui aurait fait, qui ferait que de la thérapie manuelle en fait, où tu vas mobiliser, tu vas. De toute façon, c'est de la thérapie manuelle. Après, le seul truc, c'est que je vais te prendre un exemple tout bête. C'est de voir toujours le truc dans la globalité. En 2008, du coup, je bosse à Pékin avec les Sudaf. Et à un moment, il y a un des Sudaf qui me dit, le coach, un des mecs qui dit, en fait, il y a les mecs de l'aviron qui sont là et il y a leur staff qui n'est pas encore là. Est-ce que tu peux bosser avec eux? Donc, je récupère 2 filles de gars de l'aviron Afrique du Sud, dont un mec qui avait été médaillé aux Jeux de 2004 à Pékin. Et je discute avec eux et je me rends compte qu'en fait, eux, ils n'ont aucun suivi réel. Et je commence à faire des trucs. Et sincèrement, c'était un carnage. Il y avait un des deux mecs, comme ils étaient en pointe. Donc, en pointe, c'est que tu rames que d'un côté. En fait, il avait un problème d'épaule, mais comme c'était le côté de l'épaule de lequel il ramait, en fait, quand il levait son bras à 90 degrés, pas plus. Plus haut, ça marchait pas. Mais comme c'était le côté court, c'était pas un souci pour l'aviron. Ouais, mais ça entraîne plein de tensions musculaires. Si tu peux pas lever le bras à plus de 90 degrés, il y a un moment, quand tu vas essayer de chercher un truc plus haut, tu vas entraîner une cambrure différente au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau des épaules, des tensions différentes. Donc, on a bossé là-dessus. Mon taf, ce jour-là, c'était de dire, on va bosser là-dessus, mais il y a quand même d'autres choses. Le deuxième mec qui était avec lui, en fait, il avait des tensions au niveau de la nuque, mais en fait, quand il s'entraînait, il devait porter des lunettes, mais il les portait pas. Mon taf, c'est pas de faire de l'ostéo, là, c'est de dire, mets tes lunettes, Coco, ou mets des lentilles. Tu vois? L'idée, c'est d'aller chercher un peu plus loin, pas de rester que sur du musculaire pur. J'ai déjà eu le cas par le passé aussi. Un jour, j'ai une fille qui m'appelle, qui me dit, je suis cycliste, j'ai repris la compétition à bloc, quoi, et j'ai un problème, je vrille la selle de mon vélo. Putain, je suis merde, vriller une selle de vélo, il faut quand même envoyer, quoi. Et elle me dit, est-ce qu'on peut faire de l'ostéo? Elle me dit, ma selle de vélo, elle me coûte 200 balles, la séance d'ostéo, c'est 50, on peut faire des séances d'ostéo, du coup. Je dis, ok, c'est bizarre comme motif de consultation, et on voit. Et on bosse ensemble. Et là, je me rends compte, du coup, alors, je prends mon vélo, je viens bosser en vélo la plupart du temps, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Tu vois, je prends le temps de me dire qu'est-ce qui se passe. Et elle vient, et en fait, je me rends compte que, donc, par le passé, elle avait été championne de France de contre-la-montre en vélo, donc elle envoyait pas mal en junior. Elle avait arrêté pour ses études,
Et puis après, elle reprend, mais entre-temps, elle avait eu un problème de santé qui avait changé la vision d'un de ses deux yeux. Et du coup, en fait, quand elle était en vélo et qu'elle ne mettait pas de lunettes ou pas de lentilles, elle avait une rotation cervicale pour s'adapter au niveau de la vue, qui créait une vrille au niveau de la colonne, une vrille au niveau du bassin, qui lui tordait la selle. Traitement ostéo, dans l'absolu, 0. Conseil, on déverrouille tout et on va aller se faire des lentilles. Voilà. Donc, le but, c'est pas que de rester locaux, régional. Le but, c'est de dire, OK, on est dans un truc global, on réfléchit comment fonctionne le corps. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le souci en kiné, c'est pour ça que tu as plein de kinés qui ont fait de l'ostéo après, c'est qu'ils dépendaient d'une prescription médicale et qu'ils étaient restreints dans leur boulot. Et c'est comme ça que les premiers ostéos en France, c'est principalement des kinés. Parce qu'à un moment, ils se disaient, mais c'est pas possible. On me demande de faire ça, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, ils ont fait des trucs qui étaient en dehors du cadre normal et ils se sont rendus compte que ça marchait. Donc ouais, tu as des kinés qui vont bosser en thérapie manuelle et qui vont faire de l'ostéo, mais voilà, c'est un concept de globalité. Mais je vois ce que tu veux dire, mais ce qui est difficile, c'est qu'au début, tu pars toujours localement. Donc, je le vois moi, avec des cours que je donne. Bref. Et tu parles localement, et des fois, localement, ça suffit. Et des fois, ça suffit pas. Ouais. Et c'est là, c'est d'arriver à aller trouver la source du problème, quoi. C'est et ça. Là, tu as bien expliqué le cheminement, mais c'est toujours ça qui est difficile, c'est où se trouve exactement le problème. Bah, c'est ça. Et après, le truc, c'est que tu lèves des trucs et tu te dis, punaise, si c'est ça, c'est vraiment loin, quoi. Et quand c'est ça, tu te dis, waouh, c'est beau. Mais en gros, un des gros principes, c'est quand tu as un trauma pur, tu te prends une boîte, tu prends un choc. Voilà. Là, tu pars du problème central et après, tu t'éloignes progressivement pour voir ce qui se passe autour. Quand tu as un problème qui arrive sans réelle cause, sans réel point de départ, bah, tu pars de l'extérieur et tu te rapproches progressivement. Tu vois? Oui, tout à fait. Comme ça, tu loupes à peu près rien, quoi. Mais tu vois, c'est comme, je vais te prendre un problème tout bête. Quelqu'un qui est constipé, il va avoir des problèmes lombaires. Il va venir pour des lombalgies. Tu lui travailles les lombaires. Tu lui travailles les muscles paravertébraux. Bah non. Tu lui masses le ventre, tu relâches le côlon, tu lui dis de s'alimenter un petit peu mieux, de s'hydrater un peu mieux et c'est gagné. Bon, après, tu travailles en plus le muscle pour que ça relâche un peu plus vite. Tu relâches les tensions articulaires s'il y a du déblocage parce que ça traîne depuis trop longtemps. Et voilà. Et le mec, il a juste un problème de transit, quoi. Mais c'est la dure réalité de terrain. C'est comme il y a eu un athlète comme ça au pôle. Alors, je dirais pas son nom. Mais en gros, il me semble qu'il chope une gastro, plus trajet en avion, donc déshydratation, et il chope des douleurs musculaires. Le problème, c'est pas le muscle. Enfin, si, c'est le muscle. Mais il y a un moment où, si tu as une gastro, tu fais gaffe à son hydratation, à reprendre. Ce qui marche bien, c'est les solutions de réhydratation orale, comme pour les bébés, quoi. Tu reprends des nutriments, tu t'hydrates un peu mieux, tu prends de l'eau pétillante, type ceinture, choses comme ça, et hop, ça repart mieux, quoi. Sans partir dans des excès alimentaires, quoi que ce soit. Tu te réhydrates et c'est gagné, et tu n'as pas de problème musculaire. Mais c'est bien clair pour moi. Aujourd'hui, quels sont tes projets, Maxime? Est-ce que tu souhaites continuer à travailler avec des athlètes étrangers? Puis a priori, avec la France, ça a l'air compliqué. Non, faut jamais dire jamais. De toute façon, je reste ouvert à tout parce que je suis pas si rancunier que ça. Faut juste pas se foutre de moi, dans tous les cas. D'accord? Et dans tous les cas, je privilégie toujours les athlètes. L'idée, c'est s'il y a besoin de bosser pour les athlètes, je bosse pour les athlètes. Quand la fédération me paye, je bosse pas pour la fédération. Enfin, c'est la fédération qui me paye, mais je bosse pour les athlètes. J'ai très peu de contact avec les mecs de la fédé, finalement. C'est les athlètes qui... tu gères de l'humain en direct. Donc là, actuellement, on est décembre 2021. Il y a l'objectif des Jeux 2024. Donc, en course en ligne,
J'ai des athlètes qui reviennent, d'autres qui vont revenir, peut-être d'autres qui vont arrêter, d'autres qui vont vouloir bosser autrement. C'est pas un souci. Tant qu'ils s'éclatent et tant qu'ils performent. Moi, tu vois, Max Beaumont, je l'ai suivi pendant des années. Après, il a choisi de bosser avec d'autres ostéos. Voilà, il n'y a pas de souci. Quand je le recroise, il n'y a aucun souci. Tant que le mec, il performe et qu'il sait pourquoi il le fait, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, ouais, mon souhait, c'est continuer au moins jusqu'à 2024 avec les athlètes de course en ligne. Comme je te disais, je rebosse du coup avec des athlètes étrangers avec l'Autriche. Donc là, ce qui est prévu en théorie, je vais avoir des accréditations officielles du coup là. Attention. Je vais faire la saison avec eux. On a bossé du coup en décembre, on va rebosser en janvier. Donc c'est des slalomeurs. L'idée, c'est de les suivre sur les Coupes du Monde, sur des camps d'entraînement toute la saison, sur les championnats du monde. Et donc, si tout se passe bien, comme j'ai dit aux athlètes et aux coachs, si tout va bien, on continue après, parce qu'il n'y a pas de souci, hein, ça peut ne pas fonctionner. Hein. Je peux ne pas m'épanouir dans ce boulot-là, il peut y avoir des contraintes de famille, des trucs comme ça, où eux peuvent dire que voilà, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de souci, hein, je suis ouvert à tout ça. Et puis, si tout fonctionne bien, on fait 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au jeu. Voilà. L'idée, c'est ça. Je fonctionne par Olympiade. Donc, avec les ligneux au cabinet directement et avec les slalomeurs déjà étrangers. Et puis, s'il y a d'autres qui veulent bosser avec, on bossera ensemble. Et justement, j'allais venir. Où se trouve ce cabinet, Maxime? Il est en plein centre-ville de Lagny-sur-Marne. Voilà. Bon, en ce moment, pour la petite anecdote, il est un peu tagué. Parce que j'ai envoyé, les messages ne passent pas très bien entre la mairie et l'association et la fédé et tout ça. Je laisse des messages subliminaux sur ma devanture de vitrine en direction de la mairie et de Lagny-sur-Marne. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est plutôt que de se faire torpiller dans le dos sans s'en rendre compte. Là, au moins, si un jour ils disent voilà, bizarre, cousin il est plus là ou on l'a expulsé ou quoi que ce soit, au moins on saura pourquoi quoi. Super Maxime. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que toi tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé? Ouais, il y a juste un truc. Vas-y, fais-moi rêver. Non, c'est en fait bosser sur le préventif. On parlait du préventif. Je pense qu'il y a un axe qui n'est pas encore super bien développé dans le kayak, dans tous les sports de toute façon, c'est la prévention, alors déjà musculaire, d'accord, et puis prévention alimentaire, choses comme ça aussi, auprès des jeunes en fait, auprès de ce public de 16-18 ans, auprès de ces pôles espoirs et tout ça. Parce que il faudrait qu'il y ait un gros travail de fait à ce moment-là pour leur faire comprendre aux gamins que l'étirement, le yoga, l'alimentation, l'hydratation, prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour tout ça, c'est important. Et je pense que tu avais eu un podcast avec Yann Gutfin. Tout à fait. Et je trouvais que son discours était vachement bien à un moment là-dessus. Et je pense qu'il faudrait dupliquer ça dans tous les pôles espoirs pour réellement que les gamins, quand ils arrivent en senior, ils aient toutes les bases et on fasse pas que du consommable. Tu vois, le sportif actuellement, le sportif en pôle espoir, il sort des listes, entre guillemets, c'est tant pis pour lui. Il y aura quelqu'un qui va le remplacer, quoi. Et dans une carrière du gamin, enfin, tu vois, il n'y a aucun rapport à ce que j'ai vécu moi, hein, je te le dis, hein. C'est clair, mais il faut à tout prix qu'il y ait un vrai suivi à ce niveau-là. Parce que dans le kayak, il y a eu des problèmes de dépression, il y a eu des problèmes comment dire, j'ai perdu mes mots, de boulimie et d'anorexie. Il y a eu des problèmes de suicide aussi. Et il faut vraiment, pour avoir vécu ça de l'intérieur aussi, il faut vraiment prévenir tout ça, quoi.
Voilà, il faut protéger les gamins et de 16 à 18, c'est là où il faut les former. Et j'en parlais, justement, je parlais de toi avec un de mes patients il n'y a pas longtemps. Et il est tout jeune, il a 22 ans. Et il se posait la question de comment tu avais fait pour prendre autant de masse, quoi. Et il se posait la question si tu avais pris des trucs, tu vois. Et je dis, en fait, Rudy, je l'ai croisé peu de fois, mais c'est un mec bien et sincèrement, vu le travail qu'il fait depuis, donc maintenant, ça fait plus de 15 ans, je pense. Ouais, ça fait 20 ans que je m'entraîne. Ouais. Quand je vois l'évolution que tu as eue, en fait, l'évolution, elle est logique, en fait. Elle est logique et on ne deviendra pas tous champions olympiques, on ne deviendra pas tous champions non plus, on ne deviendra pas tous en équipe de France, mais là où je retombe sur mon histoire personnelle, l'importance du 4e de patrouille, en fait, l'importance de ceux qui ne sont pas devant et qui peuvent toujours aider le truc, quoi, tu vois. Tu as un club, tu as une structure, et le mec qui n'est pas au top niveau, il est toujours important parce qu'il va t'apporter un truc en plus. C'est lui qui sera là avec toi sur les séances. Pareil dans les pôles France. Tu as des mecs qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils ne vont pas en équipe. Ouais, mais c'est quand même eux qui vont naviguer, renaviguer avec les copains après. Tu vois. Bien sûr. Puis surtout là, avec ce temps en ce moment, quand tu es tout seul, tu n'es pas trop content. Hein. Voilà. je peux te le dire, tu n'es pas bien content. Je rebondis sur la prévention. Parce que moi, c'est un sujet que j'aborde régulièrement dans mes autres activités. Et récemment, dans la formation gratuite que j'ai sortie pour Leadercast, que tu as lu et dont j'attends ton retour prochainement. Il faut que je la relise pour l'analyse. Voilà. Mais en fait, pour moi, ce problème de la prévention et de la sensibilisation, elle ne peut passer que par les athlètes entre guillemets de haut niveau, parce que ce sont eux les exemples en fait. C'est tout un truc à mettre en place où les athlètes de haut niveau vont aller parler peut-être dans les pôles espoirs, en parlant d'eux, en montrant l'exemple, et ça ne passe que par là. Ce n'est que l'exemplarité qui peut fonctionner. C'est exactement ça. C'est les athlètes de haut niveau et les coachs. Hein. Bien sûr. Mais c'est tous ceux qui sont en haut qui peuvent faire le truc. Et après, c'est tout à mettre en place. Je sais pas comment ça fonctionne, mais par rapport à la fédération, c'est à eux. Je dis, je suis loin de tout ça, donc pas apprendre au pied de la lettre, mais de mettre ça en place en fait. Après, ils mettent en place des trucs. Sauf que quand tu fais, il y a eu tu as des commissions santé qui font ça. Mais mettre en place juste un poster pour dire la prévention de l'épaule, non, en fait. Oui, ça sert à rien. Il faut que l'information, elle se diffuse et qu'elle redescende progressivement. Je vais te prendre un autre exemple. Alors, du coup, on va repartir sur les persos. Rebondissons à fond, quoi. Tu devrais écrire des scénarios de films, à mon avis. C'est ça. Quand j'étais, du coup, cadet, donc je t'expliquais cette surcharge pondérale. Et j'avais un mec dans mon club qui était en senior, qui était super fort, qui était, je pense, en équipe de France senior, voire à la limite de départ de l'équipe de France senior, qui me dit écoute, pour perdre ton poids, c'est simple. Là, pendant une semaine, tu sautes un repas, et puis après, un jour, tu vas sauter une journée de repas, et puis après, tu fais ça. Non, mais du coup, tu te rends compte que l'information, c'est un mec qui est, entre guillemets, au haut niveau, qui te donne un truc comme ça, qui est une hérésie totale, et tu vas suivre ça, quoi. Donc, il y a un souci. Et effectivement, à cette époque-là, je l'avais suivi parce que tu l'écoutes, quoi. Mais ça marche pas. Hein. Après, il y a aussi ce truc, on a tous besoin de faire des erreurs pour apprendre. Mais le but du podcast aussi, l'un des buts en tout cas, c'est justement de montrer cette exemplarité. Moi, je me souviens du podcast avec Maxime Beaumont qui avait expliqué vraiment beaucoup de choses pour sa préparation en 2016, et j'avais trouvé ça extrêmement exemplaire, tu vois, par exemple. Je trouvais que ça montrait bien l'exemple. En plus, l'avantage de Maxime, c'est que il est vieux comme moi. Et la petite anecdote, c'est qu'il m'a peut-être, quand j'étais gamin, j'étais en régate minime de l'espoir à Boulogne-sur-Mer, en course en ligne, et qu'il a peut-être tenu mon bateau parce qu'il tenait les bateaux à Boulogne-sur-Mer à cette époque-là. Et c'est la blague entre Max et moi. C'est que peut-être il a tenu un jour mon bateau, et ça, c'est de ma plus grande fierté. Non, mais tu vois, ça passe par là, ça passe par l'exemplarité, ça ne passe que par là. Et c'est vrai que les posters, ça sert à rien. Mais bon, après, c'est tout un travail de communication sur lequel je vois pour moi pas mal de choses à faire, mais c'est pas. Je fais ma part entre guillemets et je peux pas aller plus loin. Mais tu vois, pour l'instant, en tout cas. Entre 2012 et 2016, Max, il a vachement fait ça aussi comme travail, de s'ouvrir aux autres aussi. Il a fait de la descente, il a été dans les clubs, il a été
tu vois, il a vraiment fait ce travail-là. Et sincèrement, je pense que tu vois, le sport, le canoë-kayak, c'est un petit sport entre guillemets. Ça concerne pas grand monde. La compétition, ça concerne encore moins de monde. La course en ligne, ça concerne encore moins de monde. Le haut niveau de course en ligne, ça concerne quoi? Allez, 40 personnes, 50 personnes, grand maximum, avec les entraîneurs et tout. Donc, en fait, Max Beaumont, il restera, je pense, dans les livres parce que il s'est démocratisé, il a été voir les autres compétiteurs, il a été voir les clubs, il a été voir tout ça. Et là, sincèrement, respect. Et je pense que lui, il a une parole qui porte. Et s'il veut porter des projets comme ça, c'est vachement intéressant, quoi. Parce que le discours, il doit venir de là-haut, quoi. Il doit venir des athlètes de haut niveau. C'est comme sur tous les trucs, les MeToo et tout ça. En fait, quand ça descend de personnes qui ont un peu d'écoute, eh ben, ça fait tout sauter et ça avance, quoi. Alors, je digresse un peu, mais… Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. Eh bien, je pense que ça peut être un bon mot de la fin. C'est sur ce, Maxime, encore merci de ton temps. Je t'avais dit qu'on ferait un podcast, donc on l'a fait. Et je voulais aborder un peu ce sujet. Et je savais que tu avais plein d'anecdotes à raconter, que ce serait vivant. Donc, j'espère que ça aura plu à ceux qui nous écoutent. Comme vous l'avez entendu, vous pouvez retrouver Maxime donc à son cabinet à Lagny-sur-Marne. J'imagine qu'on peut te contacter aussi sur les réseaux si on veut discuter avec toi. Ouais, alors les réseaux, il y a pas trop. Non, si, j'ai une page Facebook, mais pas une page Facebook officielle. Mais c'est un Maxime Cousin, mais il n'y a pas forcément ma tête dessus. Sinon, il y a mon adresse mail, maximecousin.osteo@gmail.com, voilà. Ok, super. Principalement, c'est ça. Voilà. Nickel. Merci encore, Maxime, de ton temps. Et puis, salut à tous et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.